Bienvenue sur For Change, nous sommes ravis de vous retrouver depuis le sommet du patrimoine et de la performance. Alors on va tenter de comprendre ensemble un petit peu quelle est la situation sur les marchés financiers. En matière de banque centrale, les décisions ne sont pas forcément dans la même direction, en tout cas selon le même timing entre la BCE et la Fed. L'inflation est suivie de près par les marchés financiers, tandis que la courbe des taux est suivie de près aux États-Unis, mais aussi en France depuis les dernières élections européennes. Autant de sujets qui amènent à se questionner un petit peu sur la situation globale des marchés financiers. Pour en parler, nous avons 4 experts pour décrypter avec nous ces sujets-là. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Anis Lalou. Bonjour Anis Lalou. Bonjour. Vous êtes CIO de Aperture Investor. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Boissary. Bonjour Alexandre Boissary. Bonjour. Vous êtes partenaire et président d'Alteo Partners. Nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Attal. Bonjour Alexandre Attal. Bonjour. Directeur de la gestion multi-actifs France chez Russell Investment. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Mani. Bonjour Benjamin Mani. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé et directeur du développement au sein de la financière Orion. Alors je précise que comme nous sommes sur un événement, on a un petit peu de bruit derrière, mais on va commencer avec vous, Anis Lalou. J'ai envie de commencer par la France, par la situation sur les marchés financiers français, par la situation du CAC 40. En une semaine, l'indice parisien a perdu la totalité de sa performance de l'année, donc des 6 premiers mois de l'année. On a l'impression que les marchés européens ont les yeux rivés sur le spread franco-allemand. On est sur un risque politique sur un seul pays d'une zone économique qui est la zone euro. Pas forcément l'indice le plus regardé quand tout va bien sur les marchés financiers, mais là c'est en France et c'est là que ça se joue. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, analyse à partir de Londres. Je suis en France depuis hier. Écoutez, ces marchés financiers bougent très vite. Donc, la façon avec laquelle on regarde ça, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans le cours de bourse aujourd'hui. Le marché a réagi comme il réagit d'habitude, c'est-à-dire d'abord on shoot, on tire et après on réfléchit. Il y a eu quand même pas mal de cas similaires. Quand on regarde la France, la France n'est pas un cas unique dans cette polarisation politique. Et Dieu sait quels vont être les résultats. Et les sondages sont souvent des indications misleading de ce qui peut se passer. Mais de toutes les manières, si on regarde les cas de, par exemple, la Hollande, qui est passée par un cas très similaire aussi, je pense que la situation la plus probable est une solution ou une situation où on n'est pas dans des configurations extrêmes. D'accord. Alors que le marché a pricé quand même pas mal de scénarios extrêmes. Donc, selon vous, le marché est dans un cas plus pessimiste beaucoup plus pessimiste. D'accord, ok. Quand on regarde les spreads, vous faisiez référence aux spreads, on est en train de pricer quand même une certaine catastrophe. Historiquement, on est à des niveaux supérieurs à 2020. Donc, le pire est sans doute déjà dans le prix. Et le scénario le plus probable, c'est qu'on soit dans un scénario relativement... pas idéal, D'accord. Idéal, ça aurait été que rien ne se passe et que... Bien sûr, oui. Mais un scénario sans doute pas aussi noir que le marché le semble décrire. Et dans l'ensemble, quand on regarde j'ai envie de dire la situation à long terme, macroéconomique, on peut s'inquiéter un jour de l'inflation, le lendemain d'un soft landing, etc. Mais je pense que bon an mal an, c'est plutôt OK. Et donc ça serait plus une opportunité d'achat que de vente. Sur le marché français. Sur le marché français, oui. De manière globale, au-delà du risque politique français pricé donc, par les marchés français et peut-être un peu européens aussi, oui. Quelles sont vos convictions à mi-année quand on voit des attentes de baisse de taux sur la BCE et la Fed ? La BCE a tiré finalement la première, la Fed se fait attendre. En début d'année, on parlait de 4 baisses de taux, maintenant on parle d'une baisse de taux, entre 1 et 2 baisses de taux. Est-ce que ça change fondamentalement des convictions de marché ? Est-ce que ça veut dire que l'économie américaine va mieux que prévu ? Écoutez, moi je pense que quand on analyse les choses de cette façon, on est en train de regarder les choses au microscope. D'accord. Parce que regarder quel taux va intervenir, à quel moment, à quelle vitesse, c'est du microscope. Et ça fait bouger les marchés de manière très... C'est un microscope qui fait bouger massivement les marchés quand même. Mais je pense que l'opportunité pour nous, elle est, j'ai pas envie de dire à long terme, elle n'est pas du tout à long terme, elle est là aujourd'hui. C'est une opportunité qui est extraordinaire. Et une opportunité qui se trouve un petit peu dans tous les secteurs aujourd'hui, qu'on voit en poster géant chez Nvidia, c'est l'opportunité intelligence artificielle. Et qui va avoir beaucoup de mal à être conscrit aux États-Unis et ne pas arriver en Europe. Donc je pense que quand on s'inquiète de l'économie et de la cyclicité de l'économie et de l'impact de
de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne sur l'économie, on est en train de regarder au microscope. L'impact est sans doute beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant quand on voit l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur l'ensemble de l'économie. On va reconstruire une nouvelle économie au sein de l'économie, qui est une économie de plus de capacité de compute, et donc une capacité de faire des calculs et de faire une informatique accélérée qu'on est en train de construire à partir de zéro. Donc que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ce genre de choses qui est plus macroscope que microscope est plus de nature à nous rendre sereins et plus tenter de saisir l'opportunité que de craindre le moment. C'est la façon avec laquelle on regarde les marchés aujourd'hui. Alexandre Boissary, si je reprends ce que nous dit Anis Lalou, peut-être de manière un tout petit peu caricaturale, mais l'inflation c'est plus le sujet c'est l'intelligence artificielle. Il y a des sujets, il y en a beaucoup, parce qu'il y a un sujet d'actualité. Alors si on regarde d'un point de vue stratégique, oui, l'intelligence artificielle fait partie des topics, des idées d'investissement et il est inconcevable aujourd'hui d'être à côté de cette thématique qui a été un des acteurs majeurs du premier semestre sur les marchés. Et donc je rejoins parfaitement ce que dit Anis. Voilà, c'est un des rares secteurs qui est le gage de quelque part de l'accompagnement du changement pour le prochain cycle. Maintenant, si on revient d'un point de vue plus tactique, Anis le disait, on a une situation qui a écrasé en Europe la plupart des gains qui avaient été accumulés depuis le début de l'année. Donc, alors même que les fondamentaux sont plutôt bons. Alors même que les fondamentaux ne sont pas mauvais, même si ce soft landing, ce ralentissement a été mentionné. Et c'est vrai qu'on ne peut que constater que s'il y a un décalage entre la politique de Madame Lagarde versus la Fed, de garder ce cap de 3 baisses de taux cette année en Europe versus finalement plus qu'une seule aux États-Unis, c'est bien que en Europe, je dirais le soft landing a été plus marquant, plus manifeste. On a un peu un décalage assez saisissant des économies un petit peu à l'envers de ce qu'on a pu connaître par le passé, avec des économies d'Europe du Sud qui sont plutôt bien portantes et des économies d'Europe du Nord qui ont été un peu plus malmenées. C'est vrai que le conflit en Ukraine a rendu peut-être les pays d'Europe du Nord un peu plus dépendants de ce qui pouvait parvenir en termes d'énergie en provenance de Russie. L'Europe du Sud se tient un peu mieux, selon nous, mais force est de constater qu'on a eu une Allemagne en récession cette année et donc peut-être un peu plus de prudence. Les fondamentaux ne sont pas mauvais, mais ils sont quand même nettement moins favorables qu'aux États-Unis, où par contre on constate une vraie résistance de l'emploi, des résultats, et qui a justifié que potentiellement les marchés américains, de façon encore plus marquée depuis 8 jours, sont décalés par rapport au marché européen. Une question, alors peut-être un peu provocatrice, mais on a effectivement ce sujet élections législatives anticipées en France, on a des prochaines élections à venir aux États-Unis. Le risque politique doit-il faire partie d'une donne pour comprendre les marchés financiers aujourd'hui, ou en tout cas pour les appréhender ? Alors c'est vrai que le risque politique, il est vu de façon très diverse par les marchés. Souvent, on a vu, et notamment avec les deux conflits qu'on a aujourd'hui depuis 2 ans, ont presque été des non-events d'un point de vue des marchés, quasiment. Le risque politique, vous savez, il y a une tradition qui fait que les années d'élections américaines, on est plutôt sur des marchés qui soient plutôt favorables aux US. Donc, depuis le début de l'année, nous, on n'a pas alerté nos familles sur ce risque de soft landing américain parce qu'on avait quelque part une barrière de rappel qui était l'élection américaine avec une alternative au président actuel qui est plutôt une alternative qui, ultra capitaliste, n'a jamais été un bloqueur des marchés d'actions. Donc l'alternative éventuelle aux États-Unis n'est pas un risque sur les marchés. Aujourd'hui en Europe, on a une situation qui est différente puisqu'on est sur une alternative qui est plutôt vers des politiques économiques assez marquées et assez similaires, si on regarde les programmes économiques des candidats, qui peuvent faire craindre justement au marché une hausse de la dépense publique, un accroissement de l'impôt, et donc forcément d'un point de vue des acteurs de l'économie, du côté des entreprises, ce sont des signaux qui sont peut-être moins engageants que si on a cette alternative américaine au mois de novembre aux États-Unis.
Alexandre Attal, j'ai envie de vous poser la question différemment. On entend souvent des commentateurs, ou en tout cas j'ai pu en lire quelques-uns, dire les marchés financiers avaient peur de Trump, finalement ça s'est bien passé. Les marchés financiers avaient peur du Brexit, finalement ça s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est un peu en France que ça joue, cette réflexion vis-à-vis d'un rejet de la mondialisation, d'un rejet finalement des élites qu'on a pu voir effectivement au moment du Brexit ou au moment de l'élection de Trump. Est-ce que ce risque politique est si fort que ça aujourd'hui? Et je vous pose la question au moment où effectivement ça a le plus d'impact sur les marchés financiers. Alors c'est vrai que on se pose la question parce qu'en plus on est d'autant plus concerné que ça se passe en France. Bien sûr. On commente les marchés financiers pour les investisseurs français. Maintenant il faut sortir effectivement peut-être et avoir cette micro-loupe et d'avoir un spectre, une vision beaucoup plus large que ce qu'on peut voir. Et oui, par le passé, l'élection de Trump a provoqué une baisse des marchés le jour de l'élection. Le Brexit a provoqué une baisse des marchés le jour de l'annonce des résultats du Brexit. Et ensuite, les marchés ont retrouvé un rythme de fonctionnement qui va intégrer le phénomène politique, mais qui n'est pas dépendant uniquement du phénomène politique. Il y a d'autres phénomènes qui sont pris en compte. Et aujourd'hui, le phénomène central qui drive les mouvements de marché, c'est plutôt le timing monétaire et la dynamique baissière de l'inflation. À côté de cela, il y aura du bruit. Il y aura du bruit géopolitique avec les conflits qu'on a pu avoir et qu'on a toujours, que ce soit en Russie, Ukraine ou au Moyen-Orient. On a du bruit avec les événements politiques en France, en Europe de manière plus générale, mais rappelons-nous, même l'Italie, qui avait connu un phénomène un petit peu comparable à celui qu'on connaît en France actuellement, n'a pas été totalement impactée ensuite d'un point de vue boursier par les résultats des élections. Donc oui, forcément on est concerné, on voit la forte baisse du CAC 40 qui cristallise quelques pensées et quelques réflexions en termes d'allocation d'actifs. Mais pour nous, effectivement, aujourd'hui, le marché il a réagi, il a peut-être surréagi. Il a pris acte du fait qu'il y a un événement qui n'était pas anticipé, qui n'a pas prévu. Donc forcément, il y a un ajustement nécessaire qui est fait. Ensuite, il se pose la question de savoir quel est le résultat, quel est l'outcome et comment on se projettera après le 8 juillet. Et on reviendra forcément dans une dialectique où ce sera davantage l'inflation qui drivera le comportement des investisseurs, les mouvements haussiers ou baissiers et les différences entre les banques centrales, Fed et BCE. Justement sur ce sujet, plus qu'une seule, entre une à deux baisses de taux pricées par le marché en ce qui concerne la réserve fédérale américaine, des marchés américains avec un Nasdaq qui surperforme mais grâce à cette valeur. Comment est-ce qu'on analyse cette situation quand on est gérant d'actifs? On a effectivement retrouvé un certain phénomène de reconcentration des marchés. Alors, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu en 2023 aux États-Unis. En 2024, sur la première partie de l'année, s'est un petit peu estompé. Certaines valeurs au sein même de ces 7 valeurs magnifiques ont connu des dispersions en termes de performance. Donc on retrouve un peu plus de granularité, un peu plus de valeurs au sein de peut-être même des petites et moyennes valeurs, pas uniquement sur les grandes valeurs. Mais effectivement, l'enjeu va être effectivement de se projeter sur la Banque centrale américaine. Alors, d'un côté, effectivement, le fait qu'il n'y ait plus qu'une baisse de taux à venir, c'est source d'inquiétude, ou en tout cas, ça veut dire que l'inflation résiste. Mais d'un autre côté, c'est aussi une bonne nouvelle, ça veut dire que l'économie tient. Exactement. Ça veut dire que l'économie ne ralentit pas, ça veut dire que l'économie ne sombre pas et qu'on n'est pas... Alors, le phénomène de hard landing a été totalement écarté. La grande discussion, c'est est-ce qu'on est dans un soft landing ou dans un no landing finalement, pas de ralentissement, pas de récession du tout. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est ce qui permet au marché actions de tenir. C'est que les entreprises continuent de progresser, d'avoir des bons résultats. On avait vu ça au premier trimestre, les résultats ont été à la hauteur des attentes. Donc le fait qu'il y ait une seule baisse des taux en termes de positionnement obligataire, ça fait en sorte que les taux restent un petit peu élevés, certes. Ça peut générer un petit peu de frustration sur le phénomène de retour à la liquidité sur les marchés. Mais d'un autre côté, c'est aussi un facteur de soutien pour les marchés actions et c'est aussi ce qui justifie que les marchés actions sont au plus haut. On parlait du Nasdaq, mais on peut parler plus largement du S&P 500 sur le marché américain qui est tiré par les mêmes valeurs, mais qui est plus large dans sa composante. Et effectivement, finalement, c'est aussi une bonne nouvelle en termes de performance de manière plus globale pour les marchés actions. Alors c'est toujours pareil, il y a une sorte de balancier, il faut faire un petit peu
part entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. Ça crée un peu de bruit à court terme, un peu d'opportunité en termes d'allocation d'actifs aussi dans nos portefeuilles. Mais le phénomène que la BCE a commencé à baisser les taux et que la Fed va initier un phénomène de baisse des taux à venir, que le timing soit en septembre, en octobre ou en décembre, on est sur un phénomène qui s'inscrit à la baisse. C'est sur ça que les marchés se projettent. Et aujourd'hui sont focalisés un peu myopes sur le phénomène législatif ou politique, mais retrouveront un phénomène plus large d'un point de vue monétaire à partir du moment où on aura plus de visibilité sur la Fed. Benjamin Mani, même question un peu provocatrice qu'à Alexandre Boissary. Finalement, la Fed, l'inflation, on regarde ça, mais on regarde surtout la thématique intelligence artificielle sur les marchés aujourd'hui. On regarde la thématique. Alors, pourquoi les marchés tiennent ? Parce que déjà, avant même les thématiques, il y a tellement de liquidités qui ont été injectées pendant le Covid. Il y a de l'inflation. L'immobilier ne se porte pas très bien. Où est-ce que les investisseurs mettent leurs actifs pour ne pas se faire ronger par cette inflation ? Dans les marchés. Qu'est-ce qui fait baisser les marchés ? C'est l'incertitude. Qui est-ce qui est garant de la stabilité économique ? C'est les banques centrales. Et pourquoi le marché continue à monter ? Parce que les banques centrales, quelles que soient leurs décisions, hausse des taux, baisse des taux, etc., depuis le début, elles rassurent, elles disent ce qu'elles vont faire longtemps à l'avance. Elles le font effectivement. Lorsqu'elles diminuent le rythme de baisse des taux, elles préviennent. Et donc ça, c'est de nature à rassurer les marchés. En plus, elles font plutôt un bon boulot parce qu'elles arrivent à contenir l'inflation. Il ne faut pas oublier qu'on était très embêtés par cette inflation à zéro qui nous a amené tout droit vers une stagflation. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de surprise dans les politiques des banques centrales, politiques menées par les banques centrales aujourd'hui ? Elles préviennent suffisamment en avance, l'exercice de communication est bien... Ouais, il y a 6 mois, on s'attendait à 4-5 baisses des taux. Et là, elles ont prévenu qu'en fait, ce serait une au mois de décembre. Et les raisons pour lesquelles elles vont le faire. Et en fait, elles donnent un sentiment de maîtrise. Et c'est ça qui fait que les marchés ont confiance. Parce qu'il y a de l'inflation, c'est bon pour l'économie. On sort de ce scénario stagflationniste japonais depuis 15 ans qui donnait une économie apathique. Donc là, on a un nouveau de l'inflation. On a un nouveau des taux. Les taux, c'est l'outil des banques centrales. Elles en ont, donc il ne faut pas qu'elles les baissent trop parce que sinon elles perdent leur seul levier. Parce qu'on entend quand même pas mal d'investisseurs, observateurs critiquer notamment le fait de commencer trop tard à monter les taux ou commencer trop tard à baisser les taux ou autre. Non, ce que vous dites, c'est au moins on sait où on va et ça rassure. D'accord. Exactement. Et tant qu'elles sont rassurantes et qu'elles disent ce qu'elles vont faire à moyen terme, les investisseurs sont rassurés. Il y a énormément de liquidités. Il y a une problématique sur l'immobilier. Donc les capitaux se dirigent vers les marchés. Et c'est vrai que là, on a tendance à dire que les marchés sont hauts, mais hauts par rapport à quoi ? Par rapport à un univers d'avant le Covid, où il y avait beaucoup moins de liquidités. Donc ces seuils-là sont totalement, n'ont plus de sens en fait. Finalement. Quand on est investisseur particulier, averti ou non averti, comment est-ce qu'on regarde le contexte actuel ? On va sur les marchés américains et on fait tout. Alors on prend on cherche des opportunités en France parce que justement on a perdu toutes les performances depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'on regarde et on analyse ? Alors déjà on se fait conseiller parce que c'est très difficile en tant que particulier de rester froid face à une situation. C'est l'argent d'une vie, investir sur les marchés, c'est un métier. Et il faut être froid et se prémunir de toute émotion quand on va sur les marchés parce qu'en fait, il faut investir un peu tout le temps, quelle que soit la conjoncture. Et ça, c'est très difficile à faire tout seul avec son argent. En revanche, c'est le métier d'un conseiller qui va lui savoir que les marchés à court terme sont générés par l'émotion. Vous entendez dire les élections demain, personne n'en sait rien. Une pièce en l'air, une chance sur deux. On ne sait pas qui va passer. Et en fonction de qui va passer, ça va être super d'investir maintenant. Ou alors pas super du tout. Mais si c'est super, c'est dommage de ne pas être rentré. Et si c'est pas super du tout, il y a d'autres occasions que ce soit super. Et pour faire ça, en fait, il faut se détacher de cette volatilité à court terme en mettant un peu tout le temps sur le long terme. Et les deux seules questions que doit se poser un particulier finalement, c'est est-ce que j'ai du temps devant moi et est-ce que j'accepte la volatilité ? Et à partir de là, je rentre un peu tout le temps de manière diversifiée. Et c'est le meilleur moyen de ne pas se faire ronger par l'inflation qui est certaine, quelle que soit la conjoncture. Dernière question rapide, dans le contexte comme on l'a vu actuellement sur le CAC 40 spécifiquement, impact financier d'un risque politique, est-ce que ça remet en cause des gestions passives, des volontés d'investir sur des ETF par exemple ? Le fait que ça baisse génère un peu de volatilité. Si jamais finalement tout rentre dans l'ordre, c'est un super point d'entrée.
Et le CAC 40, il ne faut pas oublier ça reste l'indice français en Europe, dans le monde. Avec quand même le marché américain. Oui, mais on aime bien quand même regarder ce qui se passe sur le CAC 40. Donc, non, en tout Mais cas, relativisons, c'est voilà. le message. Moi, personnellement, je n'ai pas changé d'un iota. C'est-à-dire que je continue à mettre un peu sur le CAC 40, comme sur le stock 600, comme sur en fait tous ces indices économiques mondiaux qui permettent de rester dans le train de l'économie et pas se faire ronger par l'inflation qui, elle, est certaine, quels que soient les résultats de l'élection. C'est peut-être là Rapidement, oui. un point de convergence, c'est que oui, il y a le phénomène local et domestique forcément qui nous touche plus particulièrement, mais c'est important de sortir de ce biais domestique pour les investisseurs particuliers ou non particuliers et d'avoir une approche plus globale. C'est le meilleur moyen de sortir et d'absorber le bruit que les marchés peuvent donner à court terme, que ce soit lié à la politique ou lié à d'autres événements exogènes. Merci messieurs, merci Benjamin Mani, merci Alexandre Attal, merci Alexandre Boissary et merci Anis Lalou. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite depuis le sommet du patrimoine et de la performance. Merci beaucoup.